on est une quinzaine à être réunis dans cet appartement, donc ça fait partie de notre stratégie de recherche originale, c'est-à-dire nous avons tenu à louer un appartement qui est une espèce de plaque tournante de notre travail d'observation de la COP21. Nous sommes près de la gare du Nord, donc tout près du RER qui mène au Bourget, le site même des négociations. Et ce soir, on se réunit donc pour la première fois avec des gens qui arrivent de différents pays, en particulier des pays limitrophes d'Europe, pour essayer de construire ensemble notre travail collaboratif. Donc, grosso modo, il y a des spécialistes vraiment de la négociation climatique. Il y a des sociologues qui sont plus centrés sur la dimension par exemple agricole. Moi, je vais plus travailler sur comment les savoirs locaux parviennent à être introduits dans la négociation climatique, qui est à l'inverse une négociation totalement globale, de sciences de type très modélisatrice et très globale. Il y a des gens qui vont travailler sur comment les entreprises se positionnent dans la COP21. Et donc ce soir, on est là, une espèce de comité d'organisation pour essayer de voir ce que va faire chacun. On fait aussi un peu disons, un débriefing sur où est-ce qu'on en est, la négociation, savoir où ça va être intéressant, où ça va se passer, et pour parvenir à disons, une organisation optimum où chacun pourra faire profiter aux autres de son travail, de son observation. Alors c'est un projet qui s'appelle ClimaCop, qu'on a voulu assez personnel, assez original. On est une équipe de chercheurs multidisciplinaires. Nous avons travaillé précédemment sur la COP, enfin c'était pas vraiment une COP, hein, c'est une réunion de l'ONU qui s'appelait Rio+20, en 2012 à Rio. Et on avait tenté cette espèce de nouvelle méthode qu'on appelle l'ethnographie collaborative, et centrée sur des événements donc, qui sont très courts, hein, en général 15 jours, c'est le cas de la COP21 ici à Paris aussi, où on essaye de comprendre finalement comment fonctionne cette gouvernance internationale à travers ces grandes réunions de l'ONU, qui sont parfois jugées que à travers leurs résultats en termes de négociations politiques. Et nous, on essaye de les comprendre un peu différemment, avec une optique, disons, plus de sociologie ou d'anthropologie, comme des moments où se donnent à voir des modes de fonctionnement du pouvoir au niveau international, avec énormément de gens, hein. Il y a des négociateurs, donc des représentants des États, mais il y a aussi des gens des ONG, des mouvements sociaux, des entreprises. Et donc, ça nous a semblé être un moment extrêmement intéressant pour observer comment fonctionne finalement ce qu'on peut appeler la politique mondiale, en sens très large. Donc ce soir, on est une quinzaine. Il y a Amy Dahan et Stéphane Aïkout qui tous les deux ont écrit ce livre très important sur l'histoire des négociations climatiques, qui est un peu le livre de référence en France sur les négociations climatiques. Donc ils viennent plutôt, disons, des relations internationales, même si Amy Dahan, elle vient de l'histoire des sciences aussi, puisqu'elle est rentrée dans les sciences climatiques par ce biais-là. Il y a pas mal de doctorants, en fait, de jeunes qui viennent de terminer leur doctorat, c'est-à-dire qui sont, en fait, les vrais spécialistes sur leur thème aujourd'hui, qui viennent de faire une recherche très exhaustive. Et il y a par exemple Christophe Buffet qui travaille, lui, sur l'adaptation dans les pays du Sud, c'est-à-dire cette partie des négociations climatiques qui concerne non pas la mitigation, la baisse des émissions, mais plutôt que faire dans des pays qui sont déjà concernés par la hausse des températures pour essayer de s'adapter. Il y a aussi par exemple Sarah Benabou qui va travailler sur les business, c'est-à-dire les stratégies des entreprises dans ce type de conférence onusienne, donc un thème aussi émergent puisque les entreprises s'y mettent. Il y a également une jeune stagiaire brésilienne qui elle va suivre la position du Brésil ainsi que son thème qui est celui de l'agroécologie. Donc comment, dans le thème plus général de l'agriculture, le thème de l'agroécologie est un thème qui est en train de monter dans la négociation. Il y a également un jeune Hollandais qui suit lui vraiment les stratégies de la rue, c'est-à-dire la société civile et même la partie plus radicale, c'est-à-dire justice climatique, la dimension vraiment plus offensive, qui de toute façon n'attend pas grand-chose des négociations, et donc lui fait un suivi vraiment jusque dans certains squats qu'il va y avoir à Paris, les manifestations les plus radicales d'opposition en fait au processus de la COP, puisque beaucoup quand même d'organisations aujourd'hui ont du mal à espérer dans les processus onusiens et donc essayent de créer des espaces parallèles ou en tout cas de pousser de manière assez dans la confrontation pour que les gouvernements aillent plus loin. Bon voilà, parmi d'autres personnes qui sont présentes, une petite galerie de portraits.
avant une COP comme celle de la COP 21 à Paris, chacun des secteurs qui est déjà organisé en fait essaye de faire son agenda pour pouvoir le présenter lors de la conférence onusienne. Moi je suis donc avant tout les peuples indigènes, et donc il y a eu une grosse conférence qui a commencé au Musée de l'Homme déjà mercredi soir, et qui s'est suivie avec 2 jours complètes de discussions, disons, à l'UNESCO, le 26 et le 27, donc les deux jours jeudi-vendredi. Et donc c'était l'occasion pour tous les leaders indigènes du monde entier. Alors peut-être que tout le monde ne sait pas que les indigènes se sont organisés, mais aujourd'hui à l'ONU, ça fait déjà plus de 20 ans que les peuples indigènes du monde font partie d'une catégorie mondialisée, qu'on appelle les peuples indigènes, et donc ils ont réussi à avoir une représentation en tant que telle. Comme il y a la représentation des femmes, par exemple à l'ONU, puisqu'on considère qu'ils ont des intérêts spécifiques, les peuples indigènes ont aussi une représentation spécifique. Et donc c'est une catégorie qui est globalisée. Il y aurait des peuples indigènes dans le monde entier. Et donc ils se sont réunis au Musée de l'Homme puis à l'UNESCO pour essayer d'établir leur agenda. Et donc les peuples indigènes sont concernés par le changement climatique à plusieurs termes. Le premier peut-être, c'est celui, disons, classique de victime, disons, en tout cas de premier témoin, on va dire plutôt, du changement climatique. C'est-à-dire qu'ils vivent dans des zones qui sont les plus affectées, c'est-à-dire les plus éloignées des grandes villes, et donc que ce soit, par exemple, si on fait la liste des zones les plus touchées aujourd'hui par le changement climatique, il y a des peuples indigènes partout. L'Arctique, fonte des glaces, changement très rapide, très visible, dont ils sont les premiers témoins et donc les premières victimes au niveau du gibier, de la pêche, de la chasse. Les petites îles, donc le Pacifique, il y avait pas mal de leaders, par exemple, que ce soit de la Polynésie française ou même des îles en général, Micronésie. Et la troisième partie, c'est, disons, les hautes montagnes, donc par exemple les peuples du Tibet, de l'Himalaya, qui vivent aussi des transformations très rapides, fonte des glaciers, etc. Donc par exemple, ce sont des peuples, la première catégorie, c'est les témoins. Ils sont véritablement les premiers à vivre les effets du changement climatique, du réchauffement, pas seulement du réchauffement d'ailleurs, mais plutôt de l'accélération des phénomènes climatiques extrêmes. Et surtout, ils dépendent le plus de l'état des écosystèmes, c'est-à-dire la qualité de l'eau, la pêche, la chasse, le type d'espèces. Ils peuvent repérer extrêmement vite quelles sont les nouvelles espèces qui apparaissent, quelles sont les espèces qui disparaissent. Ils peuvent voir très rapidement que, par exemple, les périodes de sécheresse ou les périodes au contraire de pluie extrême ont des conséquences dramatiques pour leur vie courante, pour leur économie et donc même pour leur vie sociale. Donc dans ce sens-là, ils sont des témoins. Et le deuxième volet, qui était intéressant, ils voulaient montrer que, en tant que peuple indigène, ils étaient tellement habitués à s'adapter avec une connaissance très fine de leur environnement qu'ils pouvaient proposer des stratégies d'adaptation. Et donc, par exemple, il y a un phénomène qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle, disons, les prévisions météorologiques. Les peuples indigènes peuvent, à travers leur observation des espèces animales, même des insectes, du type d'espèces qui vont apparaître, de la forme des feuilles, avec une observation extrêmement fine, pouvoir faire des prévisions météorologiques. Donc là, je ne parle pas de climat, on pourrait parler de ces différentes, mais plutôt météorologiques, à plusieurs mois. Et donc, ils ont non seulement un système, disons, de prévision météorologique qui est très intéressante pour prévoir en fait les événements extrêmes, mais aussi d'adaptation, c'est-à-dire ils sont habitués à sans arrêt changer de zone, s'adapter à tous les événements climatiques. Donc dans ce sens-là, ils considèrent qu'ils ont quelque chose à dire au monde, et c'est pour ça qu'ils s'organisent, non seulement en tant que témoins, disons, mais aussi en tant que force de proposition, et c'est ce qu'ils sont venus organiser à l'UNESCO, et ils ont déjà un texte prévu, et ils vont donc essayer de se proposer comme non seulement témoins, mais aussi force de proposition pour les nouvelles négociations climatiques.